Bienvenue à la révision de la 6e séance du cycle de méditation de pleine conscience, le MBSR. Je vous invite pour commencer à prendre place et à venir vous relier à votre souffle. Prendre quelques instants pour vous connecter à votre corps, à votre respiration. Vous pouvez fermer les yeux et inviter votre corps à se déposer. Le simple fait de fermer les yeux et de prendre conscience de votre respiration est déjà une connexion à vous-même. Comment vous êtes en cet instant? Qu'est-ce qui vous habite? Sentez votre corps, tandis que vous respirez doucement. Et prenez conscience aussi de ce qui vous entoure, de ce que vous captez par vos sens, sans perdre le lien à vous. Vous êtes dans votre corps, et dans les perceptions de ce que vous captez par vos sens à l'extérieur. Inspirez doucement. Ne cherchez rien de particulier, aucun état, ni même de calme. C'est un espace de respiration que vous vous autorisez à vivre, comme une pause et une écoute intérieure, extérieure. Une écoute. Expirez sur une inspiration. Vous pouvez ouvrir à nouveau les yeux. Alors dans la 6e séance, nous continuons le travail que nous avons amorcé la semaine dernière sur le paysage mental. Et c'est un travail, encore une fois, qui va bien au-delà du cycle. Nous posons ici des points de repère pour que vous puissiez, après le cycle, continuer de façon autonome à entrer en relation avec vos pensées. Le travail sur les pensées, sur le paysage mental, est vraiment ce qui va permettre des transformations profondes en vous. Ce sur quoi j'ai attiré votre attention la semaine dernière est la reconnaissance d'une pensée comme étant une pensée, avec ce petit recul comme si vous étiez au cinéma. Donc c'est vraiment important quand vous êtes dans l'observation du paysage mental de ne pas être dans la fusion, dans l'identification avec cette pensée. Si jamais c'est le cas, parce que la pensée est trop chargée émotionnellement, ou alors qu'elle a une histoire qui vous embarque, qui génère une autre pensée, encore une autre pensée, une autre pensée, donc vous êtes dans une rêverie, dans ce cas-là, revenez tout simplement à votre ancrage par le souffle, par le corps. C'est que vous avez perdu quelques instants votre centrage et ce recul qui vous désidentifie de la pensée. Voilà, la pensée comme un objet d'attention peut venir lorsqu'on a déjà une forme de calme dans le corps, un lien à son souffle et la capacité d'ouvrir un petit peu le champ de la conscience pour accueillir un autre objet d'observation, la pensée.
Rappelez-vous, jusqu'à présent, on s'est entraîné. Je suis en lien avec mon corps, je suis en lien avec mon souffle, je suis en lien avec le paysage sonore, avec le paysage visuel. Tout ceci sont des objets d'attention. C'est un entraînement du mental que nous faisons. Peu importe que l'objet d'attention soit un son, le souffle, le corps, ce que je vois. J'entraîne mon mental à utiliser un sens sans être réactif et utiliser progressivement, lorsque j'étends le champ de la conscience, plusieurs sens simultanément. La pensée, le paysage mental et le sixième sens. Nous en avons parlé la semaine dernière. Donc une pensée est simplement un événement. Ce n'est pas qui je suis. C'est quelque chose qui est produit par mon mental et que je peux poser dans ma méditation comme un objet d'attention, aussi important que l'observation du souffle ou du corps. C'est important de comprendre cela parce que ça permet déjà d'avoir un peu de recul. C'est juste une pensée, rien de plus. C'est juste un événement mental, comme il y a un événement sonore, comme il peut y avoir un événement visuel. Et de la même manière, cet événement apparaît et disparaît. Une pensée, comme tout autre événement, n'est pas là et vitam aeternam présent dans votre expérience. Il entre et il sort. Il y a cette comparaison que l'on donne souvent avec les nuages. Si cette image vous parle, la pensée comme un nuage qui apparaît, disparaît, qui passe dans le ciel, qui peut se charger parfois de pluie et d'orage, ou être juste une petite brume. Voilà, il y a vraiment des analogies intéressantes, et si cette image vous parle, explorez-la de façon personnelle et autonome. Donc ça, c'est le premier point sur lequel je voulais revenir. Vous n'êtes pas votre pensée. La pensée est un objet d'attention, aussi important que les autres objets d'attention, que l'on regarde avec ce pas de recul, comme si j'étais au cinéma. Je suis en lien avec moi et j'observe ma pensée. Quand je suis trop proche et en fusion, je reviens à ce qui me stabilise, le corps, le souffle. Et quand je me sens prêt à nouveau, je peux revenir à l'observation de ma pensée. Premier point. Le deuxième point, donc ça c'est l'attitude que l'on a autour de l'observation de son mental. Le deuxième point, c'est la reconnaissance de cette pensée, tout ce dont j'ai parlé la semaine dernière. Est-ce qu'elle fait partie du présent, du futur? Est-ce qu'elle est nouvelle? Est-ce qu'elle est chronique? Est-ce que c'est un fantasme? Est-ce que c'est une planification? Est-ce qu'elle est chargée en émotions, etc. Donc là, je ne suis pas, vous voyez, je ne suis pas dans l'histoire encore. Je suis dans la nature de la pensée. Je la qualifie. Peu importe ce qu'elle raconte, ce que l'on observe, c'est la structure. L'histoire et ce qu'elle raconte nous ferait entrer dans l'analyse, et ce n'est pas l'objet de la pleine conscience. C'est un travail qui a toute sa valeur et que vous pouvez faire aussi, seul ou accompagné avec un thérapeute, un psychologue, mais dans le travail de la pleine conscience, je vais regarder ma structure de fonctionnement, comportement et ma structure de fonctionnement qui s'exprime dans le paysage mental. Donc ça, c'est la reconnaissance et la qualification de différents aspects autour de la pensée. Le pas suivant que nous allons explorer davantage aujourd'hui et que je vous invite à faire, c'est un ensemble de stratégies que vous pouvez avoir pour faire face à vos pensées. Il y a là-dedans beaucoup de nuances et je vais vous donner quelques exemples. J'aimerais vraiment que vous les exploriez par vous-même et que ça ne devienne pas les trucs et astuces. Parce qu'il n'y a jamais une façon ou une solution de s'adresser à une pensée, à un type de pensée. Il y a quelque chose que vous pouvez faire à un moment donné et qui marche très bien. Et puis l'instant d'après, ça ne marche plus.
Donc il y a là-dedans, surtout pour vous, à comprendre et à faire preuve de souplesse et puis de bon sens. Voilà, écoutez toujours votre cœur et votre intuition qui va vous aider à cheminer avec votre paysage mental. Et parfois, c'est trop difficile de faire ça tout seul. On ne peut pas tout faire tout seul. On pose des bases, on pose des références, des repères, on essaye de voir comment explorer, d'être autonome. Mais bien entendu qu'il y a des moments où tout cela arrive à une limite et on a besoin simplement de la présence d'un ami, d'une écoute profonde. Le simple fait d'être avec quelqu'un qui nous écoute, sans nous donner une solution, nous aide à cheminer et à voir autrement. Parfois, on a besoin de la présence de l'autre pour éclairer des points chez nous, même si c'est une présence silencieuse. Parfois, on a besoin d'un échange, d'un dialogue avec l'autre. Et parfois, on a besoin d'un thérapeute, ponctuellement, sur un problème qui est vraiment un nœud important. Parfois, on a besoin de compléter avec d'autres approches. Voilà, retenez bien là-dedans que la matière de nos vies a une part de mystère et d'inconnu. Et qu'il n'y a jamais un truc et astuce, les 5 façons d'aborder le paysage mental. Ça n'existe pas. Parce qu'il y a ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pas, ce qui est vraiment de l'ordre de l'inconscient, ce qui est de l'ordre du transgénérationnel. Là, il y a là-dedans de la complexité. Il y a des aspects très concrets, des aspects plus subtils, plus énergétiques. Donc il y a une multitude de façons de s'adresser. Et c'est un peu comme un jeu, faire preuve de créativité autour de ça, comprendre, essayer, explorer. Alors donc les quelques propositions que je vais vous faire pour être en lien autrement avec vos pensées sont des pistes à explorer pour approfondir. Ce ne sont pas des fins en soi. Voilà, ce petit point de précaution étant pris, nous allons commencer. Une des premières propositions, par exemple, quand vous remarquez que vous avez des pensées récurrentes et que votre attitude est de vous juger, de vous dire « Ah mais j'ai encore ce genre de pensée et pourtant je m'étais promis que j'allais cette fois rester concentrée dans ma méditation. » Et vous pouvez observer du coup une pensée sur la pensée, du jugement, de la culpabilité, une forme de dureté. Alors cette attitude-là, vous pouvez la voir, elle peut être récurrente et s'exprimer de plein de façons dans vos vies. Imaginez que c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'avoir ces pensées et qui vous raconte son expérience. Quelle attitude vous auriez? Est-ce que vous seriez en train d'avoir envers cette personne la même dureté, le même jugement que vous avez vis-à-vis de vous-même? Imaginez que vos pensées ne sont pas les vôtres, mais celles de quelqu'un d'autre. Et observez comment les pensées sur les pensées, toute cette réaction, toute cette réactivité que vous pourriez avoir quand vous remarquez ces pensées serait radicalement différente si vous imaginiez qu'elles appartenaient à quelqu'un d'autre. Vous pouvez imaginer que c'est la personne qui médite juste à côté de vous, ou alors que c'est un ami, ou un de vos enfants. L'attitude que l'on peut développer envers soi-même est un petit peu la même que celle d'un parent envers son enfant. On remarque que l'enfant, il y a une forme d'éducation, on éduque son mental et il y a aussi une forme d'éducation avec l'enfant. Quand l'enfant tombe et trébuche, on l'accompagne dans ses efforts. On n'est pas en train de lui dire « t'es encore tombé, t'es vraiment nul ». Et pourtant cette attitude-là, c'est souvent celle que nous avons envers nous-mêmes. De façon parfois très insidieuse, mais observée. Voilà, ça c'est une des premières stratégies. On parle de stratégie ou parfois de moyens habiles. Une autre que j'aime bien, c'est l'humour. Vous pouvez remarquer que vous avez certaines pensées de, par exemple, de victime. Oh, il m'arrive ça, un côté un petit peu Calimero. Voilà, comme une sous-personnalité. Et il peut y en avoir des tas, c'est juste un exemple que je vous donne.
Quand vous remarquez cet aspect de vous-même qui est un peu comme une seconde peau et qui est bien ancré dans vos mécanismes, vous pouvez sourire, reconnaître cette part de vous avec humour. Tiens, te voilà encore, Calimero. Bienvenue, exprime-toi. C'est une forme d'accueil avec le sourire parce que vous voyez que vous vous empêtrez encore et encore, une énième fois, dans ce rôle de « c'est trop injuste ». Voilà, l'humour peut être une façon habile de désamorcer des pensées. Après, il peut y avoir une qualité de compassion. Lorsque cette pensée, et ce n'est pas de l'apitoiement, attention de ne pas confondre. La compassion, c'est vraiment ce lien d'amour que l'on cherche à diffuser dans une blessure qui s'exprime par une pensée. Il y a des pensées qui reviennent parce qu'elles nous montrent qu'il y a une blessure profonde en nous, qui nous appartient ou qui est héritée, qui n'a pas été assez regardée et dont on n'a pas assez pris soin. Ce genre de pensées-là, ce sont comme les cris d'un enfant. Dans ce cas-là, il ne faut pas crier plus fort. Il ne faut pas rire non plus. Il faut prendre dans ses bras. Je suis là pour toi, je t'écoute. Je sais que c'est difficile. Voilà, c'est vraiment cette notion de prendre soin. Et parfois, cela m'arrive, quand je suis en lien avec des pensées comme ça, de mettre une main sur la poitrine. Le toucher est important. Même si on travaille sur le paysage mental, vous pouvez faire une pause, respirer, toucher votre cœur et votre poitrine. La compassion. Parfois, c'est le samouraï qu'il faut activer. Le samouraï, attention, c'est un guerrier empli de sagesse. Il est là, il observe. Et à certains moments, il tranche. Et c'est net. Il y a certaines pensées auxquelles il faut dire stop. Je reprends l'exemple avec l'enfant. Quand un enfant veut traverser et que le feu est rouge pour lui, qu'il y a des voitures qui passent et que ça peut être dangereux, vous n'allez pas lui dire « Attention, je te comprends, tu as envie d'exprimer ta liberté, de traverser la route, mais ce serait mieux que tu t'arrêtes, etc. » Vous allez lui dire « Stop !» avec fermeté et bienveillance. C'est cette qualité-là, le stop avec fermeté, mais bienveillance. Parce que cette pensée-là est toxique, parce qu'elle est une pollution, parce qu'elle revient comme un disque rayé. Elle tourne encore et encore, et que vous pouvez la nettoyer. Ce n'est pas du déni, c'est une pensée qui n'a pas forcément une charge émotionnelle, c'est une pensée comme... c'est une pensée qui tourne, qui ne vous apporte rien, que vous connaissez, qui ne vous appartient même pas forcément. Vous lui dites stop. C'est vous qui décidez. Et puis, je vous donne encore un exemple qui est peut-être très simple. C'est simplement de nommer la pensée, de nommer la qualité de la pensée. Tiens, ça c'est un jugement. Tiens, je reconnais l'évaluation. Tiens, je reconnais la généralisation. Le simple fait de reconnaître et nommer ce qui est en train de se passer peut aussi être très utile. Alors on va continuer, on va prolonger un petit peu ce travail de relation avec ses pensées en allant observer l'histoire à l'intérieur, toujours en étant au cinéma. Vous ne rentrez pas dans l'histoire. Et souvent on y croit à cette histoire. C'est notre histoire, c'est notre vérité. Et elle peut être source de beaucoup de souffrance. Parce que nous sommes justement dans l'identification sans même nous apercevoir. Et c'est vraiment souvent cette phrase que l'on peut dire « oui, mais quand même c'est vrai ». Souvent le fait de croire à sa pensée nous bloque dans notre possibilité de
la voir autrement, de voir le point de vue de l'autre, de faire évoluer la situation ou soi-même de s'en détacher. Parce que c'est vrai pour nous. Dans ce cas-là, ce qui est très intéressant, c'est de simplement introduire la forme interrogative. Ah bon ? Cette forme interrogative, cette forme de questionnement, est-ce que c'est vrai ? Elle permet de nous rendre compte que parfois nous avons posé de façon un peu péremptoire un jugement. Les choses sont ainsi. Ah bon ? Parfois nous pouvons nous apercevoir avec la forme interrogative que nous sommes sans nuance. Nous utilisons des généralisations, toujours. C'est un exercice que l'on fait beaucoup en communication non violente, donc vous êtes peut-être déjà un peu familier avec ça. Ce sont toutes ces phrases « tu n'es jamais à l'heure »,« jamais à l'heure ». Peut-être que la personne a été en retard 3 fois dans la semaine. Et on fait le pas de la généralisation avec ces mots « jamais »,« toujours ». Dans ce cas-là, la forme interrogative nous permet de nous rendre compte qu'il est nécessaire de mettre de la nuance. Une autre chose qui est importante, c'est la projection que l'on peut faire. Ça, c'est très très fréquent. Le « ah bon, est-ce que c'est vrai ?» nous permet là aussi de voir que nous sommes en train de caler notre vision du monde, notre expérience que l'on projette sur l'autre. C'est notre vérité, pas la sienne, ou pas celle de l'expérience qui nous est proposée. Nous faisons des suppositions, nous projetons et nous imaginons que l'autre a voulu dire ou faire cela. Nous nous mettons à sa place, alors que si ça se trouve, ça n'a rien à voir. Sur d'autres pensées qui nous concernent, qui sont des jugements sur nous-mêmes, nous pouvons aussi utiliser cette forme interrogative quand nous disons, par exemple, je suis vraiment pas douée avec telle chose. Ah bon ? Est-ce que c'est vrai tout le temps ? Ou est-ce que c'est l'histoire que je me suis racontée et à laquelle je crois, qui met un accent sur mes faiblesses plutôt que mes forces ? Nous avons beaucoup de jugements sur nous-mêmes, nous nous qualifions d'une certaine façon. Je suis timide, j'ai un mental très fort. C'est une phrase qui revient beaucoup, ça, chez les personnes qui viennent dans les cycles de méditation. Ah bon ? Est-ce que tu n'es que cela ? Pouvons-nous voir que nous mettons l'accent sur une faiblesse qui est peut-être arrivée quelques fois et que nous en faisons une généralité, et à force de dire cette phrase, cela devient une part de nous qui nous qualifie, cela devient l'histoire que nous construisons sur nous. Nous allons continuer dans l'approfondissement de cette semaine à observer le paysage mental et à développer, à commencer à développer. Encore une fois, ça ne va pas se faire en une semaine, ce sont des pistes que vous explorez, que vous continuerez à explorer bien après le cycle. Donc c'est différentes stratégies ou moyens habiles pour faire face à ces pensées. L'humour, le stop, le questionnement, nommer sa pensée. Cette pensée est un jugement, un conseil, etc. Prendre soin, la compassion. Vous pouvez le poser pendant votre méditation ou avoir cette forme d'introspection à l'issue où vous écrivez. Ce qui est pour vous le plus naturel, facile. Un autre point qui est vraiment important aussi dans ce cycle et que nous abordons à la 6e séance, c'est notre capacité à cultiver des états d'être. Des états d'être comme la joie, la paix, l'amour, la sérénité, l'ancrage, l'alignement, la verticalité. Tout est possible. Tout ceci sont des qualités que nous pouvons cultiver en nous.
Et j'ai même envie de dire que c'est notre responsabilité à le faire. Ce mot, dans le langage des oiseaux, c'est l'habilité à apporter une réponse. Cultiver des états d'être est ce qui permet de développer notre habilité à apporter une réponse et à ne plus réagir. C'est comme si on voit l'état d'être comme une émotion qui porte une énergie. C'est comme un contrepoint qui permet de dissoudre la négativité de certaines pensées ou de certains comportements. Ce ne sont jamais des oppositions, ce sont des complémentarités qui se vivent dans l'équilibre. La joie, la tristesse, la peur, l'amour. Lorsqu'on vit beaucoup de peurs, on peut reconnaître ses peurs, on peut les voir, etc., s'adresser à elles. À un moment donné, pour les dissoudre, il faut aller cultiver en nous l'amour. L'amour comme une énergie qui est très concrète et qui n'est pas générée par l'extérieur, mais que nous pouvons générer. Et pour travailler sur ces différents états d'être, il y a une méditation formelle que nous verrons la prochaine fois, qui est extrêmement puissante et qui pourrait presque être votre pratique unique. À un moment donné, c'est vraiment la seule méditation que je faisais tous les jours. C'est la méditation de l'amour bienveillant. Alors, je la détaillerai, je l'expliquerai la semaine prochaine. Aujourd'hui, nous allons commencer à nous familiariser avec certains états d'être pour commencer concrètement à comprendre, ça veut dire quoi cultiver des états d'être? Comment on fait? Parce qu'on peut comprendre la théorie, mais pas savoir comment faire. Les états d'être sont tous présents en nous. L'image de la radio est vraiment excellente pour comprendre. La radio contient toutes les fréquences, mais quand je tourne le bouton sur certaines fréquences, je vais me brancher sur telle et telle radio. Je contiens en moi, mon poste de radio, c'est comme mon corps, ce que je suis. Je contiens en moi la joie, la tristesse, la colère, l'amour, la paix, la sérénité. J'ai toutes ces possibilités-là. Quand je vais avec des pensées ou certains comportements, comme me brancher sur la colère ou la peur, je vais créer une habitude. Je retourne vers cette facilité de vivre et ressentir, exprimée par mes pensées et mes paroles, la peur ou la colère, etc. Mais je peux le faire aussi pour équilibrer avec la joie. Comment je fais? Il s'agit de sentir en nous la joie, soit en se rappelant un souvenir où l'on a vécu un moment heureux et joyeux, et en le revivant dans son corps. Il s'agit vraiment d'avoir le goût physique, énergétique, de l'émotion de joie, de l'état. On peut entendre aussi des sons avec la joie. Moi, quand je me connecte à cet état d'être, j'entends les rires d'un enfant. Donc, il peut y avoir autour de ça un ensemble de souvenirs, de joie que nous avons vécu, que nous pouvons rappeler dans la méditation. Je me branche sur la joie, je ferme les yeux et je me rappelle de tous ces instants de joie. Et puis il y a la façon très informelle, c'est celle que nous allons explorer cette semaine, de repérer la joie autour de nous, dans une personne qui passe, dans un enfant, dans un sourire, et de faire cet arrêt. Oh, la joie passe. J'inspire, j'expire. Elle se communique, les émotions sont contagieuses. Il y a quelqu'un qui est en train d'éclater rire devant moi. Je goûte, je suis en train de recevoir un bain de joie. Je le goûte, je l'enregistre dans ma mémoire cellulaire, dans mon corps. Et je ressens, peut-être qu'il va y avoir de l'agitation, une ouverture, un mouvement ascendant. Pour chacun, elle va s'exprimer différemment. Mais quand vous la percevez autour de vous,
Vous pouvez l'apercevoir chez les humains, mais dans le végétal aussi. Vous pouvez l'apercevoir dans tout le vivant qui vous entoure, dans un animal. Vous pouvez capter cette énergie de joie de multiples façons. Et prenez l'habitude de vous arrêter, respirer, sentir. Oh, c'est à ça que ressemble la joie. Je la goûte, je la perçois dans mon corps physiquement, dans ce que je peux ressentir plus subtilement, dans ce que je peux avoir comme pensée. Quand vous faites cela, vous enregistrez une mémoire et vous le refaites encore et encore. Et vous constituez un réservoir de ressources intérieures liées à la joie. Quand ensuite vous aurez une situation difficile de tristesse, vous pourrez réactiver cet élan de joie. Et il y a comme un équilibre, presque un mélange de ces énergies, comme une transformation alchimique de l'un et de l'autre qui permet de dissoudre la tristesse. C'est un processus très puissant qui est expliqué dans toutes les traditions et que l'on apprend à développer tout simplement en commençant à repérer autour de soi, de façon très informelle, ces différents états d'être. Là, je ressens la paix face à un paysage. Là, je ressens de l'amour en regardant un arbre, un animal, pas forcément un humain. Je me pose et le simple fait d'avoir conscience de cet état d'être, de respirer, vous permet de l'enregistrer et de constituer votre réservoir de ressources. Commencez par des choses très simples, très marquées. N'allez pas chercher tout de suite des choses un peu compliquées à repérer. Allez vraiment dans des choses qui sont faciles pour vous. Et peut-être qui sont déjà vos traits de caractère, de personnalité. Il y a des gens qui sont spontanément dans la joie, d'autres qui sont spontanément dans quelque chose de très chaleureux, bienveillant, dans l'amour, dans la douceur. Voilà. Commencez de façon très informelle, dès que vous ressentez un état d'être en vous, à l'extérieur de vous, que vous captez, respirez. La joie passe. Voilà, c'est la proposition de travail informel que je vous invite à faire cette semaine. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de notions dans ce que j'ai donné. Avancez pas à pas, vous avez tout le temps. Merci.